Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis très honoré, évidemment, de cette invitation et je félicite le professeur Vugic qui est le cœur de l'organisation de ce colloque. Alors, à votre évidemment grande déception, je vais redescendre de plusieurs niveaux puisque nous sommes partis sur je dirais des altitudes atmosphériques avec le professeur Engels et le professeur Vugic. Je vais revenir en bon collègue comment dirais-je, du recteur Dumont à une illustration, disons, plus concrète du discours sur les défis géostratégiques de l'Union européenne, mais qui s'inscrivent dans la continuité, disons, ou plutôt qui s'insèrent dans cette analyse qui était beaucoup plus, je dirais, théorique et conceptuelle. Alors, c'est très important parce qu'évidemment, le cadre serait en tout cas tout à fait propice. Le cadre serait évidemment tout à fait propice à cette évolution potentielle de la capacité géopolitique et géostratégique de l'Union européenne, avec un nouveau président américain élu, avec une Union européenne, on l'a déjà oublié comme si c'était très ancien, mais qui vient de se renouveler, hein, il y a quelques mois encore, hein, c'était fin de l'été dernier, il y a un renouvellement qui est tout neuf, qui vient de se faire, que l'OTAN est en suspension, je ne reprendrai pas le mot du président sur l'état de mort cérébrale, et puis que l'Ukraine est toujours en guerre. Alors, nous avons connu 4 grandes périodes pour l'Union européenne. D'abord, 45-89, vous avez en 1954 l'échec de la CED. La CED, eh bien, tout ce qu'on vous a dit dessus, vous l'oubliez immédiatement parce que c'est faux. J'ai eu ce privilège de travailler sur les archives de la CED. C'est tout l'inverse de ce qu'on nous dit. Ça n'a jamais été un projet d'armée européenne puisque c'était une fusion, donc c'était une armée unique et pas une armée commune, une fusion des contingents des armées européennes sous direction américaine. Les Fed, les forces armées de défense, merci, cher maître, les forces armées les forces européennes de défense étaient placées directement, je cite le traité, en temps de paix comme en temps de guerre, sous le commandement intégré du SACER, c'est-à-dire du commandant suprême des forces alliées, donc un général américain, je crois qu'à l'époque c'était le général Rogers, mais je ne suis pas sûr, c'est presque une caricature, et qui n'avait qu'un seul maître, c'était le président des États-Unis. La deuxième, bon, voilà la signature, toujours avec M. Schuman. Vous avez la deuxième période, si on peut dire, c'est la naissance de l'Union européenne avec le traité de Maastricht. Ex nihilo, venu d'on ne sait où, eh bien, on décide qu'il existe une politique étrangère et de sécurité commune. C'est le titre J du traité. Ça tombe juste au moment de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, où l'on voit de facto et de jure que non, les États européens n'ont pas la même perception de cet éclatement de l'Union européenne, de la Yougoslavie, c'est-à-dire un théâtre européen. Hein, le retour de la guerre sur le théâtre européen. La troisième période, c'est le lancement des missions. Militaires, avec une qui est relativement réussie, c'est normal, elle est totalement française, c'est évidemment sous coloration de l'Union européenne, c'est en République démocratique du Congo, c'est l'opération Artemis, tir à tuer, une vraie opération de guerre, mais manque de chance, il n'y a rien d'européen, tout est français, il y a juste une labellisation de l'opération Artemis en RDC. Et c'est tout à fait normal, parce que nous sommes dans un cadre qui est, j'y reviendrai, totalement anti-stratégique et anti-géopolitique. Et puis la dernière, donc avec la nomination, vous venez de le voir, des hauts représentants pour l'Union européenne, vous venez de voir M. Javier Solana, pratiquement tous, sauf une militante anti-militaire et anti-nucléaire qui était Mme Ashton, tous sont passés par le secrétariat général de l'OTAN, donc les choses sont d'une clarté limpide. Troisième et dernière période, eh bien, c'est celle de Mme van der Leyen, où nous voyons le lancement de tout un programme fondé sur une analyse géopolitique. D'ailleurs, elle l'a dit elle-même, la présidente de l'Union européenne, elle dit que sa commission sera géopolitique. Le président Macron vient apporter un supplément en créant et en réussissant à fonder quelque chose qui n'a pas de suite, en tout cas de façon concrète, qui est la communauté politique européenne. Et on voit cette fusion extraordinaire de cette complémentarité entre les instruments financiers de l'Union européenne et la force opérationnelle de l'OTAN
qui paye ne commande pas, c'est exactement l'inverse. Alors, ce qu'on nous présente, et c'est pour ça que je reprends ce que dit le sage chinois. Si vous aviez pendant une seconde un pouvoir infini, un pouvoir total, que feriez-vous? Je rétablirais le sens des mots. Qu'est-ce qui nous trompe aujourd'hui dans le cadre de l'Union européenne? Ce qui nous trompe, c'est qu'on met des mots sur des notions qui sont inverses. Regardez l'ensemble des libellés de ce qu'on nous présente. Et je vois que c'est caché, mais on voit une boussole stratégique, un fonds européen pour la paix et évidemment des doctrines stratégiques. En fait, c'est exactement l'inverse. Quand vous rentrez dans la réalité de ce qui est présenté, ce n'est qu'une duplication des objectifs stratégiques américains. Le Fonds européen pour la paix, c'est le financement de la guerre en Ukraine, et l'ensemble des capacités de l'Union européenne ne sont pas des éléments militaires, des éléments armés. C'est de la gestion de crise qui se place sous la tutelle de la sécurité collective organisée par la charte de l'ONU, et dans la vingtaine d'opérations qui pratiquement sont toutes finies, dans la vingtaine d'opérations menées sous chapeau de l'Union européenne, les institutions européennes n'ont aucune capacité à planifier les opérations militaires proprement dites, qui ressortent plutôt des moyens des nations cadres, ou des nations dites cadres. Généralement, tout simplement les grands. La France, la Grande-Bretagne quand elle en faisait partie, l'Italie, l'Allemagne, qui prennent en main également la plupart des formats internationaux de négociation, comme la France dans le cas de la crise russo-géorgienne, ou la France et l'Allemagne pour les négociations Minsk. Et surtout, j'oubliais les moyens de l'OTAN, bien sûr. Donc l'Europe de la défense s'interdit le recours à la force, elle n'est pas directement compétente en matière de défense territoriale, elle n'est pas compétente en matière de projection de force, elle reste sur des missions de basse intensité. Les missions de guerre restent du ressort américain. Je cite Buller, le ressort américain qui est la puissance européenne de plein exercice, alors que l'Union européenne ne l'est pas. C'est-à-dire la puissance extra-européenne est une puissance européenne de plein exercice, tandis que l'Union européenne, entité européenne, ne l'est pas. Elle est dépendante du choix atlantiste, elle est sans autonomie stratégique. L'Union européenne a longtemps assumé le fait d'être restée ce qu'elle était devenue pendant la guerre froide, un objet et non pas un sujet géopolitique. Et tout cela a conduit par conséquent à ne pas pouvoir peser sur l'agenda international d'un monde devenu polycentrique et qu'elle a du mal à comprendre, puisque aujourd'hui, avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, elle n'a plus la ligne de conduite aussi clairement affichée à suivre. Donc on reprend commission géopolitique, un comité politique européen, toutes les doctrines stratégiques européennes, tout cela finalement ne connaît pas de réalisation réelle. Je rappelle que l'Union européenne était devenue le creuset lors de la mondialisation heureuse rappelée par notre collègue Vujik, le creuset de l'idée que la fin de la guerre froide avait sonné le paradigme de la puissance, que le nouvel ordre mondial était situé dans l'au-delà de la souveraineté et de l'intérêt national, lesquels étaient dorénavant subsumés au service de communautés humaines globalisées, fondées sur une citoyenneté réticulaire et pluriculturelle dans le cadre des processus de régionalisation. L'Union européenne a développé un modèle qui est le primat de l'économique sur le politique, de la société civile sur les dirigeants et du transnational sur l'intérêt étatique. La remise en cause du concept de puissance s'inscrirait donc dans un universalisme bridant l'expression d'intérêt et d'enracinement stratégique. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un point de vue. Mais qu'on ne vienne pas nous dire ensuite avec des airs martiaux que l'on va créer une défense européenne. Et justement, parlons-en de la défense européenne. Voilà la communauté politique européenne de notre président Macron. Si quelqu'un l'a retrouvé quelque part, qu'il me prévienne, puisque après les deux réunions, on n'en a plus entendu parler. Voici les 9 opérations qu'a lancé l'Union européenne dans le cadre que je vous ai souligné, c'est-à-dire en fait de la gestion de crise. Elles sont pratiquement toutes finies, et celles qui perdurent sont aussi importantes, aussi efficaces, aussi essentielles que par exemple les UTM en bon français Somalia depuis 2010 pour la formation de l'armée somalienne.
Alors, quels sont les fondamentaux? Ben, les voici, les fondamentaux, et il y a quelques militaires dont je salue la présence ici parmi nos auditeurs qui retrouvent les fondamentaux nécessaires pour exercer une puissance militaire. La multiplication de programmes et de comités administratifs sont tout à fait antithétiques de la condition d'une défense. Les défauts d'agorissement et de cohérence sont indépassables. Quelles sont les armées aguerries aujourd'hui ici dans l'Union européenne? Combien de temps faut-il pour les aguerrir? À part l'armée anglaise et l'armée française, qui pourtant voient leur théâtre d'opération de plus en plus diminuer, les armées les plus aguerries sur le territoire européen, c'est l'armée ukrainienne et l'armée russe. Donc il y a le défaut d'aguerrissement, qui est un défaut à minima, je dirais, c'est presque le prérequis minima pour une armée pour rentrer en conflit, eh bien, n'est comment dirais-je, assumé par personne. Il y a évidemment la distorsion des stratégies et ses répercussions au niveau opérationnel. Là, et je ne fais pas, je n'accuse personne en disant cela, mais le dispositif opérationnel allemand est presque l'antithèse du dispositif opérationnel français. Ils ont un dispositif continental, alors que nous avons un dispositif de force de projection. Ils ont des matériels adaptés à ceci, tandis que nous avons des rafales marines qui doivent se poser sur un porte-avions pour des projections dans l'ultramarin. Il y a vraiment un caractère antithétique qui ne peut que se traduire dans les choix fondamentaux des industries de défense. Et justement, parlons des industries de défense. L'état des lieux, c'est la projection sur un territoire européen d'une stratégie américaine, c'est-à-dire d'une stratégie qui n'est pas celle de l'Europe. Et cette stratégie nous a amené à devoir défendre des points de vue, je dirais, ou des postures qui ne sont pas celles de nos intérêts propres. L'élargissement de l'OTAN a suivi, pour reprendre l'expression du professeur Hugic, une grammaire atlantiste, comment dirais-je, géopolitique atlantiste, qui faisait de l'Ukraine le point nodal et qui fait également dans le Pacifique, comment dirais-je, la Chine taïwanienne, les États pivots de la projection géopolitique atlantiste. Avons-nous, si nous regardons cet état d'avancement, avons-nous créé un modèle géopolitique européen? À part l'attractivité matérialiste, qui fait de l'économicisme quelque chose qui peut effectivement, qui augmente le niveau de vie, qui multiplie les relations marchandes, avons-nous créé ne serait-ce que l'envie de s'insérer dans le modèle culturel européen? Quel est le modèle culturel européen? Je ne reviens pas, je crois que notre collègue Engels l'a bien dit, nous en sommes à la négation de nous-mêmes. Franchement, tous les immigrés, tous les éléments extérieurs frontaliers ont envie de profiter de l'Union européenne, mais pas de s'insérer dans un programme suicidaire, largement souligné également par le recteur en termes démographiques. Quel est le danger de l'Union européenne? Mais jusqu'en 2023, vous avez ces chiffres qu'on ne vous donne plus. Est-ce que c'est parce que aujourd'hui on approche les 2% réclamés par l'OTAN des budgets militaires qu'on va rattraper plus de 50 ans de gabegie? 50 ans de gabegie, où des armées de l'Europe centrale et orientale n'ont pas le minimum vital en termes militaires. Non seulement ils achètent sur étagère, mais en plus ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Donc voilà, c'est quand même important à savoir. Il n'y avait, encore une fois, que l'Allemagne, la France, l'Angleterre et l'Italie qui ont investi un minima. On ne rattrape pas 30 ans, ou voire 50 ans pour l'Europe occidentale, de gabegie aussi rapidement. Je passe sur les chiffres. Regardez le nombre de militaires d'active. Aujourd'hui, la mobilisation russe sur le front et en mobilisation de second et de troisième rang, c'est 500 000, minimum 500 000 personnes, avec une augmentation sur 1 million très rapidement. Les Ukrainiens ont eux-mêmes mobilisé énormément. Nous en sommes, nous, sur la totalité de l'Union européenne, largement en dessous. C'est d'ailleurs ce qui freine le plus. Je peux vous dire que dans les négociations, c'est combien de divisions? Eh bien, la France, l'Angleterre, arrivent péniblement à formuler la capacité de 30 000 hommes. 30 000 plus 30 000, ça fait 60 000 hommes. La contribution des États européens au budget commun. Voilà ce que nous payons à l'OTAN, c'est-à-dire à une stratégie
dont nous ne sommes pas les maîtres, une stratégie sur une organisation et qui a des objectifs qui ne sont pas les nôtres. Tout ça ne va pas dans la défense européenne. Voilà, bon, d'accord. Voilà aussi, bon, je viens de passer un peu trop rapidement, excusez-moi, le fait que des États qui ont leur dignité et qui ont le droit d'avoir leur positionnement, mais nous ont entraînés sur des terrains qui ne sont pas forcément absolument les nôtres. Et les États précédents, c'était les États qu'on le comprend, ils sont frontaliers ou très proches de la Russie, et qui poussent absolument à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Cette fuite en avant demandée, je vous le rappelle, par les différents présidents américains, de quoi je me mêle, qui nous demandent de quel élargissement, de quelle nature doit être l'élargissement de l'Union européenne. Rappelez-vous le président Bush, rappelez-vous bien avant le président Clinton, qui ont, du haut de leur grandeur, demandé au président français d'accepter tel et tel élargissement, notamment l'élargissement turc, pour des théâtres d'opération qui ne sont pas les nôtres. Nous serions frontaliers des conflits en Irak et ailleurs. Le revenir à la réalité du choc des choix géostratégiques, c'est se rendre compte qu'il est impossible qu'il existe une défense européenne. Une communauté européenne de défense, oui, éventuellement, mais surtout pas une Europe de la défense. Regardez, ici vous avez les puissances nucléaires, la France et l'Angleterre, très bien. Les États en jaune, qu'est-ce que c'est? Ce sont des États qui ont sur leur base des bombes américaines. Ces bombes américaines, elles sont soit littéralement pilotées par les Américains eux-mêmes, donc sur des bases in situ, soit pilotées effectivement par des soldats, des militaires locaux avec le système de double clé. Ce qui implique tout un tas de choses, notamment l'achat du F-35. Si on ne peut pas acheter de Rafale, nous disent nos partenaires, un matériel européen, c'est parce que le système logistique et le système d'adéquation entre les missiles et entre le matériel américain ne peut se faire que sur un F-35. Et c'est normal de la part des États-Unis, on ne va pas leur reprocher de vendre leur matériel. Mais quelle souveraineté européenne est-elle possible dans ce cadre-là? Même l'Angleterre, qui était déjà, allez, on va le dire, même si ce sont nos alliés, nos meilleurs ennemis, comme on dit, ça fait longtemps que le système nucléaire est sous double clé, eh bien même eux viennent d'accepter à 100 km de Londres la création d'une nouvelle base de stockage de matériel nucléaire américain. Nous avons des systèmes d'investissement, là je me suis limité à 2022, d'investissements qui ne vont pas dans notre escarcelle de défense européenne, auquel il faut ajouter, donc que c'est auto-attribué l'Union européenne, avec la complicité des États, c'est très clair, mais auquel il faut ajouter la facilité européenne pour la paix, qui est en réalité la facilité européenne pour la continuation de la guerre en Ukraine. Et là, on dépasse les plafonds, on atteint des sommets phénoménaux. Alors, quel est le système? Excusez-moi, ça implique aussi de revenir à des réalités. Je cite Ava Olg, elle l'a dit en 2023. Nous venons de passer en 2025. En 2023, elle n'est pas rien, elle est en quelque sorte l'intermédiaire entre le président et le Bundestag. Elle dit les 100 milliards qui ont été lancés en 2020 par le chancelier Scholz ne sont pas arrivés encore dans les caisses militaires de l'armée allemande. Elle dit ça en 2023, en mars 2023, il y a exactement 2 ans. Ce ne sont pas 100 milliards, mais 300 milliards. Elle dit en gros l'armée allemande est en short. Donc même si les Allemands étaient d'un seul coup devenus militaristes, que je ne crois pas une seule seconde, eh bien il faudrait combien de dizaines d'années pour que l'Allemagne redevienne une force militaire crédible? Au niveau des fondamentaux du choix stratégique, il faut une volonté stratégique qui doit évidemment se traduire par une volonté d'exclusivisme. À quoi servent les budgets et l'augmentation du budget? À quoi sert l'appropriation par l'Union européenne et la Commission européenne principalement des budgets européens? Les 500 milliards d'euros, où vont-ils aller? Eh bien, vous avez un système qui s'appelle l'EDIP. Je m'arrête là pour un petit instant. L'EDIP, c'est le programme européen pour l'industrie de défense. Il a été créé en mars 2024, l'EDIP. Vous vous souvenez, je parlais du pouvoir des mots tout à l'heure. Officiellement, c'est pérenniser les dispositifs militaires d'urgence. Ça a été lancé, je vous l'ai dit,
en mars 2024, dans la foulée de en 2022, et c'est devenu l'EDIP en mars 2024, dans la foulée donc de l'invasion russe de l'Ukraine. Le projet de règlement de la Commission européenne était, là encore le pouvoir des mots, se voulait d'être une boîte à outils destinée à inciter les États membres à acheter européen. Je pense maintenant vous avoir bien appris que quand on dit quelque chose de la part, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en réalité, donc c'était au début 1,5 milliard d'euros, et déjà en 2022, le commissaire à la défense lituanien Kubilius assurait que nous arrivions à 500 milliards d'euros. C'est amusant, nous sommes à 500 milliards d'euros. Alors, quelle est la question fondamentale? La question, c'est la question des critères. D'un côté, les industriels de défense français, la seule vraie industrie de défense qui est multicapacitaire et qui permet à la France, justement, de disposer de tous les moyens nécessaires à l'autonomie et à l'indépendance. Donc la France, en fait, les industriels français, vous savez, je ne fais plus tellement confiance aux politiques depuis qu'ils disent n'importe quoi. Donc nous sommes plutôt portés à écouter les gens qui sont concrets, c'est-à-dire les grands industriels de défense. Eh bien, nous avons aussi quelques alliés au niveau européen qui défendent une vision évidemment extensive d'un armement made in Europe. C'est-à-dire que pour être éligible, il faut que le matériel soit conçu par un groupe européen, sur le sol européen, avec une autorité de conception européenne qui permet d'utiliser et d'entretenir des matériels sans aucune autorisation extérieure. Les autres pays, ce sont des pays comme les Pays-Bas, comme la Pologne, comme l'Allemagne, comme les pays qui ont des bases américaines avec du matériel nucléaire, et qui disent que non, les fonds européens doivent aussi financer des armements d'origine américaine, d'origine israélienne, d'origine sud-coréenne, qui sont, à partir du moment où ils sont produits sur le sol européen. Ça vise quoi? Ça vise les missiles américains Patriot, Raytheon, fabriqués en Allemagne par MDBA. Ça vise les chars sud-coréens K2, Hyundai, Rotem, qui sont fabriqués également sur le sol européen. Alors, l'Union européenne a retenu 65% minimum de contenu produit et contrôlé par l'Union européenne. Ça veut dire 35% de matériel qu'on achèterait directement aux Américains, aux Israéliens, aux Sud-Coréens. Mais c'est une plaisanterie. Ça veut dire très clairement que la France, notamment, mais il y a d'autres alliés comme les Italiens qui ne sont pas très heureux non plus, et qui verraient évidemment leur pouvoir de propriété intellectuelle, leur capacité de production, leur capacité de mener des laboratoires de recherche, etc., sur le long terme, être complètement, je dirais, absorbés par une communautarisation, par une capacité, je dirais, d'absorption de l'Union européenne et donc d'achat de matériel américain. Les choses sont vraiment d'une clarté limpide. Il suffit juste de vous reporter, si vous voulez, il y a des vidéos YouTube qui le disent, sur les auditions à l'Assemblée nationale ou au Sénat des grands patrons de l'industrie militaire française, que ce soit Dassault, Safran, Naval Group, etc. Alors, nous avons un repère récent, c'est le discours d'Olaf Scholz à l'université Charles de Prague. Ce discours du chancelier allemand, tout à fait récent, était en quelque sorte une contrepartie, et je vais entrer dans la conclusion, était une sorte de contrepartie du discours du président français à la Sorbonne. Eh bien, ce qu'il a dit d'une clarté limpide, et c'est ce que je viens de vous écrire, le choix de l'OTAN, donc pas de souveraineté européenne, il n'a pas parlé de souveraineté européenne, l'idéal d'une CED actualisée, c'est-à-dire donc sous commandement américain, et puis il a lancé des programmes de défense, sans d'ailleurs prévenir à temps les Français, des grands programmes de défense qui intègrent certains des alliés, je dirais des clients allemands, sans prévenir la France, sans intégrer les industries de défense françaises ou européennes, mais avec des technologies américaines et israéliennes. Et puis une absence totale des thématiques françaises, le nucléaire et l'industrie d'armement. Je voulais prendre 3 exemples d'abandon allemand de coopération avec la France, très rapidement, et c'est ma conclusion, le Président. Croyez-moi, sur parole, j'ai encore 20 secondes et 3 dixièmes. Le programme de modernisation du Tigre de missiles. Les Allemands nous ont fait le cadeau de pousser jusqu'au bout de la chaîne, jusqu'au début de la chaîne de production avant de se retirer du projet. Merci, Berlin. Le deuxième, c'est la modernisation du Tigre. Le troisième,
ce qui est le plus important. Alors, il y a les avions de patrouille maritime, bien sûr, mais le troisième, c'est beaucoup plus important, c'est la coopération militaire spatiale. La coopération militaire spatiale, c'est la capacité pour l'Union européenne de se substituer à la globalisation de géolocalisation américaine, qu'elle soit d'ailleurs de Starlink ou autre, privée ou publique, mais aussi aux autres projets non contrôlés par l'Union européenne ou des États européens. C'est ce que va faire c'est ce qu'ont faire les Allemands qui, par European Sky Shield, achètent du matériel américain, Patriot, achètent du matériel israélien, l'Arrow, alors même que, et je le prouve tout de suite, il existe du matériel français. Et ce matériel français, alors donc nous avons ici très clairement la cartographie des systèmes antimissiles, le European Sky Field, défense vraiment aérienne et américaine de l'Europe américaine, c'est coupé, c'est marqué Europe américaine, alors même que nous avions cette capacité, et je prouve cette capacité française. Regardez, si je prends l'ensemble du dispositif, le système français que vous voyez être entouré de rouge à chaque fois fait le travail, fait le job, comme on dit en bon français, sur la totalité de la course. Donc nous sommes rentrés dans une guerre industrielle où nos alliés ont préféré acheter du matériel américain, où le F-35 est le vrai vainqueur de la guerre en Ukraine. Parce que ce que achètent nos alliés, par exemple la Roumanie, qui a vraiment les moyens d'acheter du F-35, c'est une évidence biblique, ce n'est pas un avion, c'est une garantie pour les États acheteurs de la chaîne logistique, de la formation et du parapluie américain. Alors même que, par exemple, sur le SCAF, le système aérien du futur, que notre industriel Dassault a mené très loin concernant le Rafale, qui est un système, si vous voulez, de l'avion du futur qui intègre, pour faire très rapidement, un avion de chasse dernière génération avec un essaim de drones, du plus petit drone jusqu'au drone Neuron que vous voyez ici. Heureusement, grâce au lobbying de notre industrie de défense, l'investissement est plutôt de 9 milliards du côté de la modernisation du Rafale et de 1 milliard seulement pour le SCAF. Parce que le SCAF, et je conclus, Monsieur le Président, je vous le promets, le SCAF, nous avons un concurrent. Et oui, figurez-vous qu'il y a un meilleur avion, soi-disant, que le Rafale. Et ce meilleur avion, c'est le Typhoon. Il est produit avec un État qui n'est plus de l'Union européenne, c'est-à-dire l'Angleterre, avec l'Allemagne. Je suis tout le premier à reconnaître les qualités du Typhoon, mais on est sur un déclassement total par rapport au Rafale. Mais pire que ça, nos contributions françaises qui vont sur le concurrent de Boeing, c'est-à-dire Airbus, nos contributions françaises au niveau de l'Union européenne financent, c'est toute l'originalité du système, remarquable, financent le concurrent du Rafale. Puisque Airbus, l'européen Airbus, favorise le projet SCAF avec un Typhoon. Je ne sais plus quel est l'autre nom. Tornado? Non, c'est pas Tornado, c'est Typhoon, et il a deux noms. Voilà. La boucle est bouclée, j'aurais tellement eu de choses à vous dire, mais si je vous demandais une chose à retenir de mon propos, c'est que quand l'Union européenne développe son système de propagande fondé sur des mots qui flattent et qui sollicitent le patriotisme européen, soyez sûr que ça cache une inversion des valeurs. Je vous remercie.